Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo contenant 3 threads d'horreur inédits. Et petite chose, avant de démarrer tout de suite la première histoire, merci du fond du cœur à chacun d'entre vous qui vont appuyer sur le petit bouton ci-dessous. Ça s'appelle s'abonner. C'est un petit clic qui demande peu d'efforts et franchement ça fait un bien fou à la chaîne du Joker. Bref, trêve de plaisanterie, si vous le faites c'est cool, sinon bah tant pis. On enchaîne quand même avec la première histoire. Bon, pour cette première histoire, vous allez voir que lorsque vous méfiez des arnaques en ligne, eh bien vous avez raison de vous méfier. On va parler de Thomas, qui nous raconte l'histoire terrifiante qu'il a vécue aux États-Unis. En même temps normal, c'est un Américain qui vient du Kansas. Thomas explique qu'il vivait une vie paisible avant cette histoire, comme quoi ça l'a bien traumatisé. Thomas raconte qu'il travaille dans un entrepôt, où il stocke et vend les tapis de son patron. Alors évidemment, il gagne pas très bien sa vie, et du coup il explique qu'il ne part que très peu en vacances. Et en plus, à cette période, il est célibataire. Et donc partir en vacances tout seul, c'est moyen. Thomas nous indique qu'un soir de semaine, il va être chez lui, à regarder la télé tranquillement, quand il va recevoir un appel téléphonique. Cet appel téléphonique indique qu'il vient de gagner un week-end de vacances tout frais payé. La personne au bout du fil explique qu'il a participé à un concours et qu'il est l'heureux gagnant. Il ne doit rien payer, juste préparer ses affaires et choisir entre plusieurs dates pour s'y rendre. Alors Thomas, il pourrait ne pas y croire et penser à une arnaque, car c'est vrai quand c'est trop beau, c'est que c'est faux. Mais pas du tout. En fait, Thomas, il a l'habitude de jouer effectivement à des jeux concours sur internet pour gagner tout type de choses. Et pour lui, c'est son moment de gloire. C'est enfin le moment où tout ce temps passé à faire des jeux concours, eh bien ça va lui rapporter. Thomas passe alors la meilleure soirée de sa vie en se disant que même s'il part seul, il va se retrouver au bord d'un étang, au calme, et qui va pouvoir enfin sortir de la routine du métro boulot dodo. Le voyage est prévu dans 2 semaines et Thomas n'a qu'une seule envie, c'est d'y être. On fait un petit bond dans le temps car Thomas explique 2-3 trucs dans son thread mais qui n'ont rien à voir avec la suite, donc je vous épargne tout ça. On est donc le jour J. Thomas prend sa voiture et direction le logement réservé, rien que pour lui, situé à 3 heures de route. Thomas a reçu entre-temps toutes les informations pour rentrer dans un bungalow qui fera office de résidence pour tout le week-end. Et surprise pour Thomas, qui en débarquant sur les lieux, découvre une petite piscine et pas mal d'activités aux alentours. Donc Thomas il arrive le vendredi soir vers 20h30 et évidemment il a faim. Et du coup il se précipite pour ranger ses affaires pour le week-end et faire un tour au supermarché. Sauf qu'avant de partir, et par réflexe, il check le frigo, juste au cas où il y aurait un petit truc, un petit encas d'accueil si on peut dire. Et oui, Thomas découvre, à sa grande surprise, un frigo déjà rempli de plusieurs plats préparés qui ont l'air délicieux. Et ces plats il les connaît bien, car c'est ce qu'il a l'habitude de manger. C'est une marque américaine assez connue et il est trop content car ça lui évite d'aller au supermarché faire des courses. Et cerise sur le gâteau, un pack de 6 bières, de sa bière préférée, qui est posé également là, dans le frigo. Thomas remarque qu'elles ne sont pas fraîches et qu'elles viennent probablement d'être déposées là, il y a une petite heure peut-être, avant qu'il arrive. Mais franchement, c'est juste trop cool. Thomas va alors s'asseoir et manger tranquillement, ainsi qu'ouvrir une petite bière de sa marque préférée. Et alors qu'il est toujours sur un nuage, Thomas commence à avoir des étourdissements. Thomas ne peut pas être ultra précis sur ce qui s'est passé, mais il se souvient se lever et avoir la tête qui tourne assez fort. Il a ensuite entendu quelqu'un toquer à la porte d'entrée avant de s'évanouir complètement. En tout cas, c'est tout ce dont il se rappelle, car tout est allé assez vite après avoir mangé et bu 2 bières. Thomas explique qu'il va se réveiller avec un mal de crâne comme pas possible. Et alors qu'il est de nouveau assis sur la chaise de la table à manger, Thomas tente de se lever, mais rien. En fait, il est bloqué. En fait, il n'a pas vu, mais il est attaché par des cordes au niveau des poignets et des chevilles, ce qui le rend totalement immobile. Après quelques secondes à paniquer, tout d'un coup, il s'arrête net. Il s'arrête car en face de lui se trouve une personne, en fait une femme aux cheveux blonds. Et cette femme, Thomas la connaît très bien, car c'est son ex avec qui il s'est séparé il y a bien 4-5 mois maintenant. Et c'est à ce moment-là que Thomas précise que leur histoire a plutôt mal fini. Son ex, du nom de Laetitia, était assez jalouse et très possessive. Thomas n'en pouvait plus de son ex et a décidé à l'époque de mettre un terme à leur relation car ça ne lui allait plus, tout simplement. Et il sait que si elle est là, en face de lui, c'est pas pour son bien. Il va alors assister à un long discours de son ex, lui disant qu'il n'aurait pas dû la quitter, qu'elle l'aime terriblement et que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Thomas explique qu'il est au début très énervé et que pendant plusieurs minutes, ils vont chacun crier l'un sur l'autre. Thomas ordonnant de le détacher, pendant que son ex, elle, Laetitia, lui disent tout simplement qu'ils n'auraient jamais dû la quitter car ils sont faits pour être ensemble. Et alors qu'ils crient chacun de leur côté, Thomas va commencer à se calmer. Car il est en fait en train de voir que Laetitia, depuis qu'il la voit, elle est en train de préparer un truc au niveau de la cuisine. Cuisine qui est ouverte et qui se voit depuis le salon, où est attaché du coup Thomas. Ah oui, je vous rappelle, on est quand même dans un petit bungalow, donc tout est proche. Thomas remarque en fait du coup qu'il y a plusieurs tubes, plusieurs flacons posés sur le meuble de la cuisine et que Laetitia mijote quelque chose de pas très bon. Et pas de spoiler, Thomas est sûr que c'est quelque chose comme du poison, mais en tout cas quelque chose de mauvais pour lui. Thomas demande alors qu'est-ce qu'elle attend de lui pour arranger la situation. Et au début, Laetitia va dire qu'ils vont s'unir à jamais, qu'ils vont boire un verre ensemble et qu'ils ne se sépareront plus jamais. Traduction, on va boire du poison et on mourra ensemble. Ne cherchez pas le pourquoi du comment. En fait, Laetitia est fou alliée de Thomas et est prête au pire
pour ne pas être séparé de lui. Thomas va alors comprendre tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une dispute avec une ex. Non, mais que la situation elle est bien plus grave que ça. Bien plus grave qu'elle n'y paraît. Dans son thread, Thomas explique qu'il a eu comme le sentiment que son corps était passé en mode survie. Il n'était pas agité à vouloir se débattre, il ne criait plus sur Laetitia, mais était d'un coup plus calme. Et Thomas explique qu'il ne sait pas pourquoi, mais qu'il a dit « Écoute Laetitia, pendant tout ce temps, j'ai pensé à toi, mais je savais pas comment te le dire. » Et cette phrase, même si c'est du gros mytho, c'est ce qui lui a probablement sauvé la vie par la suite. En fait, Thomas raconte qu'en disant ça, il a remarqué que son ex Laetitia a changé un peu de comportement, comme si elle était étonnée et plutôt enjouée de tout ça. Thomas, il a alors continué à dire qu'il appréciait la relation, mais qu'il fallait changer quelques trucs pour que ce soit mieux. Et bingo, Laetitia va alors rentrer dans son jeu en disant que c'est vrai, que ça aurait pu être mieux. En fait, elle va clairement rentrer dans le doute elle aussi, par rapport à ce qu'elle voulait faire. Et tant mieux pour Thomas, car si elle doute, il évitera le probable qu'elle a organisé pour elle et lui. Thomas va alors avoir le bon réflexe de lui dire « Si tu ne me crois pas, regarde mon téléphone, je ne flirte avec personne d'autre car je t'ai toujours en tête. » Et c'est là que Thomas explique qu'il a eu la chance, effectivement, à ce moment-là de flirter avec personne, car tout son plan se serait retrouvé à l'eau. Laetitia va alors reprendre confiance en Thomas et lui dire qu'une seconde chance sera une meilleure solution plutôt que de se séparer. Laetitia découvre donc que Thomas n'a personne d'autre et dans sa tête, enfin pour Thomas, tout devient désormais possible. Il va alors continuer à en dire un peu, mais pas trop pour gagner encore et encore, petit à petit, la confiance de Laetitia. Jusqu'à ce que ce soit Laetitia elle-même qui décide d'enlever les nœuds aux poignets et aux chevilles de Thomas, lui permettant ainsi d'être libéré. Malgré tout, Thomas explique qu'il a toujours un mal de tête énorme et qu'il est toujours vaseux. Il va donc prendre la bonne décision, dans sa tête, de faire mine de rien et de jouer le jeu à 100% avec Laetitia. Et devinez quoi, ça va marcher. Ils vont passer du temps ensemble au bungalow à refaire le monde, refaire leur relation. Thomas explique que ces heures étaient horriblement longues et qu'il avait juste peur, c'est que Laetitia repart dans son délire et pète de nouveau un câble. Et donc Thomas, un peu plus tard dans la nuit, il va se sentir de nouveau bien et il n'y aura plus trop d'étourdissement. Et donc il va dire à Laetitia qu'il aimerait aller au supermarché ou sur un 24-24 à quelques minutes de là pour leur prendre une bonne bouteille de vin et fêter entre guillemets leur renouveau. Et ça va passer. Malgré l'heure, Laetitia est d'accord avec ça et même enjouée de ça. Et Thomas va donc prendre la voiture et aller au supermarché pour acheter une bouteille de vin. Non, je plaisante. Thomas, il va prendre la voiture effectivement et il va tout simplement se casser. Non pas au supermarché, mais à la police pour tout avouer. Son empoisonnement, que ce soit avec de la bière ou le plat préparé, il sait pas. Sa séquestration et surtout le que son ex a voulu mettre en place. Thomas explique qu'il va débarquer avec la police un peu plus tard du coup en pleine nuit encore au bungalow pour obtenir des preuves et arrêter Laetitia. Sauf que le bungalow sera retrouvé vide. Et Thomas pense que le temps d'arriver avec la police, de bonnes heures a priori, ça aurait éveillé les soupçons de Laetitia et se serait donc enfui. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que Thomas n'a plus de nouvelles de son ex avant de longues semaines, avant qu'elle ne soit retrouvée et eu une interdiction d'approcher Thomas. Et Thomas, il va pas se voiler la face. En fait, tant qu'elle n'aura pas été retrouvée, il explique qu'il a dormi très très mal la nuit. Il avait peur en fait de se retrouver de nouveau attaché et de voir le visage de son ex en face de lui. Ah, et dernière chose pour ceux qui se posent la question. Oui, tout ce jeu concours qui a fait que Thomas il a gagné un week-end en vacances, en fait et en réalité était bidon et organisé par son ex. Alors je dis ça au cas où vous ne vous en doutiez pas. Sur ce, je veux tout de suite en commentaire une note de 1 à 10 sur cette histoire. Moi perso je mets 8, j'aime vraiment bien le côté revanche de son ex, donc voilà. Bon, et c'est pas fini, on va enchaîner avec une seconde histoire, je vous l'accorde. Mais avant ça, permettez-moi de vous parler de nouveau de la bande dessinée du Joker que je suis en train de préparer. Alors pour ceux qui savent pas, je suis en train de créer une BD spéciale thread d'horreur et ça va être une dinguerie. J'ai trop hâte que chacun puisse en avoir une sur sa table de chevet. Ce sera un peu notre totem. Vous voyez le totem de la chaîne du Joker et on sera beaucoup à en avoir un exemplaire, je l'espère. Et bref, sachez que vous avez encore le temps de devenir contributeur de la BD grâce aux dons. Vous mettez ce que vous voulez et en échange, vous avez votre nom et votre prénom sur une page remerciement de la BD. C'est un peu comme si je faisais un placement de produit pour une marque dont vous en fichez, alors que là je vous propose vraiment une BD thread d'horreur où vous pouvez être contributeur en plus. Du coup, tous ceux qui aiment ce que je fais et qui ont envie de me soutenir, vous savez quoi faire. Il y a plus de précisions sur le projet BD dans le lien en description et même en commentaire. Sur ce, on enchaîne. Maintenant, je vais vous présenter une toute petite histoire, courte mais intense. On retrouve pour cette histoire 7 enfants. Et ces 7 enfants ont la particularité d'être de la même famille. C'est des cousins et des cousines. Enfin, c'est Sébastien, ici, qui raconte l'histoire et qui explique que c'est l'anniversaire de sa tante. Et donc, ils sont réunis tous ensemble. Et donc, naturellement, durant cet après-midi, ces 7 cousins-cousines, ils jouent ensemble dans la maison de Papy-Mamie, là où se passe l'anniversaire de la tante. Et 7 enfants, entre 8 et 14 ans, eh bien, vous le savez, ça fait du bruit. Et surtout, ça a besoin d'espace. Et ça tombe bien car, pas loin de chez Papy-Mamie, il y a un espace vert. Un parc assez grand pour que chacun puisse
enfin se défouler. En plus, Sébastien, qui est le plus grand des cousins par la même occasion, explique que la ville où ils sont est très safe et qu'ils ne craignent vraiment rien. Les parents ont donc naturellement autorisé leur enfant à aller jouer au parc 1 heure ou 2 le temps que vienne le gâteau d'anniversaire. Et quand le gâteau d'anniversaire sera servi, les parents appelleront Sébastien, parce que c'est le plus grand, pour leur dire de rentrer avec ses cousins-cousines. Bon, jusque-là, après-midi normal pour toute la famille qui se réunit. Et ça va continuer. Les cousins-cousines sont tous fous et s'amusent comme des dingues dans le parc. Ils jouent au cache-cache et ils se marrent tellement bien ensemble qu'ils font pas attention à qui passe ou les observe dans le parc. Et en effet, Sébastien, qui est le plus grand, remarque en jouant qu'il y a un adulte qui est assis sur un banc qui les regarde depuis pas mal de temps. Le banc est assez loin quand même de la zone où ils sont en train de jouer, mais quand même. Ça pourrait juste être un habitant de la ville qui passe du bon temps un dimanche après-midi dans un parc, mais Sébastien, quand il raconte cette histoire, il dit « J'aurais dû sentir qu'il y avait quelque chose d'étrange au fur et à mesure de l'après-midi lorsqu'on jouait à cache-cache avec mes cousins. » Sur ce, alors qu'ils jouent tranquillement, un appel des parents intervient. Le téléphone de Sébastien vibre et c'est donc les parents qui indiquent que le gâteau d'anniversaire est sur le point d'être servi et qu'ils doivent rentrer tout de suite. Sébastien indique qu'ils finissent leur partie et qu'ils reviennent aussitôt sur la route pour revenir. Les 7 cousins-cousines sont toujours dans l'excitation. Ils chantent alors tous ensemble quand l'un des enfants va toquer à la porte d'une maison puis dire à tout le monde de courir. Alors j'en ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne, ce jeu qu'ils sont en train de faire c'est un jeu un peu con mais trop marrant que moi j'ai déjà fait quand j'étais plus jeune aussi. On toque à la porte ou on sonne puis on court pour pas se faire attraper ou engueuler par la personne qui va ouvrir. Ah, je vous l'ai dit, on n'est pas forcément malin quand on est petit. Et comme il y a une petite dizaine de minutes de route jusqu'à la maison de papy-mamie, tous les 7 enfants, incluant Sébastien, vont se prêter au jeu. Ils sonnent aux portes, ils partent en courant, ils s'arrêtent pour rigoler, puis un des 7 cousins-cousines retoque à une porte, etc., etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont toquer à tellement de portes qu'en fait ça va plus s'arrêter. Ils vont toujours courir jusqu'à la maison de leur papy-mamie. Et le problème c'est qu'en arrivant à la maison, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont plus 7 mais 6. Le petit dernier, Matteo, n'est plus là. Et pourtant Sébastien est sûr de l'avoir vu il y a à peine quelques minutes en train de courir avec eux. Vous l'imaginez bien que Sébastien à ce moment-là, il est terrifié d'avoir perdu son cousin. Et surtout, il se rend responsable car c'est le plus grand et c'est à lui de prendre soin, entre guillemets, de ses plus petits cousins-cousines. Les parents s'inquiètent alors et vont tous se mettre à chercher le petit Matteo. Et à ce moment-là, les premières minutes, il y a de la panique, mais pas tant que ça. Et je le répète, ils sont dans une petite ville bien tranquille, donc aucune raison qu'il se soit passé un drame. Les enfants et les parents vont leur refaire toute la route qu'ils ont fait depuis le parc, mais finalement rien. Même les parents vont toquer aux portes pour demander des informations, s'ils n'ont pas vu un petit garçon seul dans la rue. Mais rien. Ce n'est qu'au bout d'1h30 qu'on va enfin avoir des nouvelles de Matteo. Sébastien explique qu'après avoir refait 3 allers-retours entre la maison de leur papy-mamie et le parc, ils vont alors fouiller le parc de fond en comble. Et c'est ici qu'on retrouvera le petit Matteo, recroquevillé dans un coin du parc. Tout le monde va être évidemment soulagé de l'avoir retrouvé, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui cloche. Sébastien il remarque tout de suite que Matteo n'est pas seulement apeuré d'être tout seul dans un parc alors qu'il commence à faire tard. Non, son visage il est blanc, il est livide et tout ça ne laisse rien présager de bon. Les parents et les cousins-cousines vont alors ramener le petit Matteo à la maison et pas un mot sera prononcé par Matteo. Pas un seul. Et Sébastien explique que cette histoire s'est déroulée il y a 12 ans, maintenant en 2013, et que depuis Matteo a drastiquement changé, et qu'il n'est plus du tout le bon et gentil cousin qu'il a connu. Sébastien explique qu'il ne rentrera pas dans les détails sordides, mais il explique que Matteo a aujourd'hui 19 ans et qu'il ne le voit jamais en repas de famille, et qu'il sait de source sûre qu'il fume des trucs pas très légaux. Et pour Sébastien, il s'est forcément passé quelque chose cet après-midi-là. Et ce qu'il regrette par-dessus tout, c'est que lorsqu'il jouait à cache-cache avec ses cousins, il avait ressenti une ambiance particulière. Peut-être due à cet homme qui les observait ou peut-être à cause d'autre chose. Mais pour lui, c'est clair, c'était forcément son 6e sens qui lui disait qu'il fallait vite partir. Malheureusement, c'était trop tard et le mal a frappé entre guillemets sur Matteo, qui n'a jamais expliqué ce qui s'était passé ce jour-là. Bon, paye ton ambiance maintenant. Hein. Cette histoire, je vous l'avoue, elle m'a marqué pas mal car j'avais l'habitude avec ma famille de faire ce genre de jeu. Et quand je vois que ça a mal tourné, ça fait vraiment froid dans le dos. Bon, en tout cas, merci à Sébastien d'avoir raconté ça. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont aimé. Et vous inquiétez pas, on enchaîne sur une 3e histoire. Pour cette 3e et dernière histoire, on va parler d'un couple vivant dans les Pays de la Loire. Et on va surtout parler de Charlotte, car l'histoire va tourner principalement autour d'elle. Charlotte, elle a 36 ans. Et elle explique qu'elle a acheté, avec son mari Joris, un grand manoir dans les Pays de la Loire pour ceux qui se sont déjà endormis après 3 histoires. Joris et Charlotte ont entièrement rénové ce grand manoir pour en faire quelques chambres d'hôtes. Charlotte explique qu'ils ont un domaine assez grand avec des jardins permettant à n'importe qui, n'importe quel couple de se promener et de se relaxer comme il se doit. Et au-delà du fait que le projet a l'air sympa, eh bien force est de constater pour notre couple que ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup de monde qui viennent séjourner quelques nuits chez eux et c'est plutôt pas mal comme début, surtout en été. Et un beau jour, Charlotte raconte qu'elle va recevoir une réservation d'un client qui souhaite réserver pour 2 nuits. Et ça tombe bien car elle est en basse période, c'est l'hiver à ce moment-là que ça se passe et que naturellement ces temps-ci, elle a un peu moins de monde. Elle précise qu'elle est en revanche
du coup complète quand on arrive les périodes d'été. C'est vraiment un contraste entre les deux. Charlotte s'assure alors bien que la chambre est prête, elle peaufine les derniers détails et c'est tout bon pour accueillir cette personne. Elle envoie ensuite manuellement un message comme elle le fait d'habitude à son client pour le remercier de lui avoir fait confiance et que sa chambre est prête pour demain. Et pour le coup, on est bien loin des hôtels ou des Airbnb très automatisés dans les réponses. Il y a une vraie touche d'humain et ça fait plaisir. Quelques minutes plus tard, le client lui répond alors qu'il compte arriver le lendemain vers 18 h, tout juste pour s'installer tranquillement et manger. Et petite précision dans son message, c'est qu'il dira qu'il sera seul. Sur le coup, c'est la première fois que Charlotte reçoit ce type de message. Mais elle rationalise assez vite en se disant qu'il dit peut-être ça pour éviter qu'elle fasse les choses en doublon. Par exemple, double serviette à préparer, double peignoir, bref, vous comprenez. On arrive donc au lendemain. Il est 18 h et le client arrive comme prévu. C'est un homme tout à fait classique, environ 1 m 80, vêtu d'un costard et avec les cheveux courts, c'est tout. Charlotte précise qu'elle gère le plus souvent les chambres d'hôtes seule car son mari est obligatoirement sur Paris du mercredi au vendredi. Le reste, il est en télétravail et peut donc aider plus facilement Charlotte dans leurs projets. Mais c'est vrai que globalement, Charlotte, c'est plus elle qui s'en occupe. Et donc elle est seule, souvent avec les clients. Charlotte accueille donc son client qui est plutôt sympathique et chaleureux au premier abord. Cet homme est très avenant et se présente sous le nom de Charles. Il indique que la demeure est très belle, tout comme sa propriétaire. Attends quoi? Oui, Charles, le client de Charlotte, vient de dire au bout de quelques minutes cette remarque. Alors oui, ça bouleverse un petit peu Charlotte qui clairement ne s'attendait pas du tout à ça. Elle a donc le réflexe de sourire nerveusement et de l'accompagner au premier étage, là où se trouve sa chambre pour les 2 prochaines nuits. Charles, le client, prend alors ses affaires et la suit. Et vous savez, dans ces moments-là, on fait tous preuve d'un minimum de respect en suivant la personne. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en clair, Charlotte, elle remarque que ce client marche à côté d'elle d'une manière assez proche. Et ça, elle avoue que d'avoir un client qui est très proche d'elle par rapport à d'habitude, ça aurait dû, à ce moment-là, lui éveiller quelques soupçons. Et pour donner un exemple concret, lorsque Charlotte présente la salle de bain qui n'est pas très grande, elle explique qu'elle rentre dans cette salle de bain et une fois avoir présenté la douche et le reste, elle se retourne pour sortir. Sauf que Charles se trouve face à elle au niveau de la porte. Mais elle explique ce sentiment étrange, très étrange de passer la porte et de voir que Charles ne s'écarte pas tant que ça pour la laisser passer, dans probablement le seul et unique but de se frotter à elle. Mais encore une fois, Charlotte essaye de détendre l'atmosphère, elle sait que ça doit arriver, d'avoir parfois des clients un peu spéciaux, donc elle passe à autre chose. Elle laisse alors Charles s'installer dans sa chambre pendant qu'elle passe au fourneau. En fait, Charlotte, elle explique qu'elle dispose de 4 chambres d'hôtes et qu'ils ont installé un principe simple, c'est qu'ici, on fait à manger pour les invités et on se réunit tous à table pour manger ensemble. Ça permet de faire connaissance avec chaque client et que les clients, entre eux, se parlent aussi. C'est vraiment en mode cocon qu'ils ont fait ça et je trouve ça encore une fois pas mal, surtout dans l'époque où on vit. L'heure du repas arrive et Charlotte voit donc son client descendre. Elle remarque qu'il est super bien habillé, genre vraiment très classe avec un costume. Charlotte explique qu'ils sont alors dans une grande pièce au rez-de-chaussée où il y a une cuisine ouverte, avec derrière une grande table à manger. C'est ouvert, c'est convivial et surtout elle raconte qu'ils ont voulu que ce soit effectivement ouvert pour pas se retrouver tout seul au fourneau dans leur coin. Charlotte indique que très régulièrement elle fait à manger tout en discutant avec les clients et que même très souvent les clients qui sont à l'aise l'aident à faire à manger et c'est cool. Et Charles, lui, ne va pas l'aider à faire à manger, mais va s'installer à table tout en discutant avec Charlotte. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que Charlotte, elle va remarquer plusieurs fois, en se retournant, que son client la relook de haut en bas. Là, ça devient un peu chiant pour Charlotte. C'est vrai qu'il aurait bien voulu que Joris soit là, pas de bol pour elle. Heureusement, il y a un couple qui séjourne chez Charlotte en ce moment et Joris depuis 3 jours. Et ce soir, ils ont prévu de manger avec Charlotte. Et donc, Charles en même temps. Donc Charlotte commence à mettre la table et elle voit que Charles il est déçu de voir qu'il n'y a non pas 2 assiettes pour faire un tête-à-tête avec Charlotte, mais il y a 4 assiettes pour manger avec ce couple qu'il n'a jamais vu. Et il n'a pas le temps de poser de questions qu'il voit le couple de clients arriver. Charlotte les connaît très bien car ils sont déjà là depuis 3 jours et donc ça la rassure complètement. Le repas va alors plutôt bien se passer, mais Charlotte va surtout remarquer que Charles ne parle plus et se referme même sur lui-même. Et ce qui fait un peu peur pour Charlotte, c'est que les seules questions que va poser Charles, c'est pour savoir combien de temps le couple de clients a prévu de séjourner ici et quand ont-ils prévu du coup de partir. Et Charlotte, elle le sait. Elle sait que demain c'est vendredi et le couple part très tôt au matin après avoir pris leur petit déjeuner. Ce qui fait que toute la journée du vendredi, jusqu'à ce que son mari Joris revienne, elle se retrouvera seule dans son manoir avec Charles. Le repas se termine, ça s'est bien passé et vient donc le temps pour tout le monde d'aller se coucher. Vient donc le lendemain matin. Le couple prend son petit déjeuner, puis fait ses valises et remercie poliment Charlotte. Et puis il s'en va. Il est alors 8h30 et pas de trace de Charles, qui doit être toujours en train de dormir. Charlotte, elle explique que le petit déjeuner, c'est jusqu'à 8h45. Et donc elle va prévoir une assiette de viennoiserie pour Charles, étant donné qu'il doit être fatigué, et donc ne se lèvera pas de sitôt. Sauf qu'une fois le couple parti, pouf,
Charlotte entend une porte s'ouvrir à l'étage et devinez quoi, c'est celle de la chambre de Charles, parce qu'il n'y a pas d'autres clients. Charles arrive donc en bas en peignoir et demande s'il a encore temps de prendre un petit déjeuner. Parfait pour Charlotte qui lui montre les viennoiseries et tout ce qu'il faut pour un bon petit déjeuner. Charles demande alors si le couple est bien parti et qu'il est désormais le seul client dans le manoir. Charlotte explique que la période est très calme effectivement et qu'il n'y a que lui aujourd'hui pour profiter de tout le domaine. Et petit détail troublant pour Charlotte, c'est que Charles, je l'ai dit, est en peignoir. Jusque là c'est pas étrange. Sauf que son peignoir, il est pas bien fermé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle voit facilement tout le torse de Charles, et ça c'est pas quelque chose de très correct pour Charlotte, mais bon c'est pas grave, elle va dans une autre pièce, laissant Charles prendre son petit déjeuner, son café, puis il retournera dans 5 minutes pour débarrasser. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Alors qu'elle revient pour débarrasser, Charles est encore là. Elle demande si c'était bon et va pour débarrasser, sauf que lorsqu'elle arrive au niveau de Charles, elle est donc vraiment à côté de lui, qui est assis, et bien elle découvre que le peignoir de Charles est complètement ouvert. Et pour être plus précis, disons que Charles il a pas de sous-vêtements. Charlotte, elle est tellement surprise de voir ça qu'elle sursaute et fait tomber le bol de Charles de l'autre côté de la table. C'est à ce moment-là que Charles attrape le bras de Charlotte et lui dit qu'il va s'en occuper. Charles se lève, alors tout en étant très proche de Charlotte, et en se levant, le peignoir de Charles tombe. Et Charlotte se retrouve donc à quelques centimètres de son client complètement nu. Charles tient alors toujours les bras de Charlotte et va se coller à Charlotte et tenter de l'embrasser. Alors évidemment, Charlotte va tenter de se débattre, sauf qu'elle a toujours son bras tenu par Charles. Et la scène dure quelques secondes, quelques minutes, où ce client Charles, totalement nu, tente d'agresser Charlotte. C'est alors que rentre une nouvelle personne dans le manoir. Charlotte, elle entend une porte s'ouvrir et elle se dit qu'elle doit tenir encore quelques secondes, puis crier comme elle peut. Sauf que Charles a la main sur la bouche de Charlotte et qu'elle ne peut rien dire, mais simplement juste essayer de se débattre pour que le pire n'arrive pas. Charlotte explique que tout va se passer très vite, car elle va entendre des pas précipités vers eux. Et puis d'un coup, elle sent que Charles est projeté par terre. Elle se sent plus tenue par Charles et est donc libérée. Mais ça va pas s'arrêter là. La personne qui vient de dégager Charles par terre, c'est Joris, qui vient de rentrer beaucoup plus tôt que prévu de son travail. Et clairement, il est rentré et vient de voir sa femme dans le salon, sur la table à manger, avec un homme complètement nu qui la tient par les bras. Pour lui, il ne va pas voir ça comme une agression, mais tout simplement une infidélité. Donc il va se mettre à crier sur sa femme en demandant pourquoi elle a fait ça, alors qu'il est rentré exprès plus tôt pour passer du temps avec elle. Bref, un gros quiproquo. Sauf que pendant ce temps-là, Charles, il passe un peu inaperçu. Il enfile donc son peignoir, puis il s'en va discrètement dans sa chambre. Il redescend alors 2 minutes plus tard, sans même dire au revoir. Et Joris et Charlotte vont alors mettre plusieurs minutes à s'engueuler et à crier dans le manoir. Ils vont tellement s'engueuler qu'ils vont même pas voir Charles s'enfuir. Charlotte arrive à trouver les mots et calmer Joris, et elle va dire qu'ils vont confronter tout de suite Charles dans sa chambre pour qu'enfin il la croie. Ils vont donc monter dans la chambre de Charles, mais comme je vous l'ai dit, lui il est déjà parti. Il est passé inaperçu. Mais dans cette chambre, Joris va leur trouver plusieurs photos de sa femme prises à son insu dans le manoir, qui va donc conforter entre guillemets la version de Charlotte. Joris va leur réaliser que ce qu'il a vu est effectivement une agression et non une infidélité. Et il va donc s'excuser pleinement au plus haut point auprès de sa femme. Et c'est ainsi que va se terminer cette histoire terrible pour ce couple qui va avoir beaucoup de mal à se remettre de cette situation. Charlotte ne voulant plus assurer dans le manoir tout seul, tandis que Joris ne veut plus laisser également sa femme travailler seule au manoir. Bon, on n'en sait pas plus sur comment ils vont faire pour surmonter cette agression ensemble, ni comment ils vont remonter la pente. En tout cas, force à eux, ça a dû pas être facile, ou ça doit pas être facile. Bon, et si vous avez kiffé cette histoire, je vous propose de repasser à une 4e histoire. Histoire un peu bonus, normalement j'en fais toujours 3, cette fois-ci on est à 4. Et cette histoire, c'est l'histoire de Neyla, 25 ans qui vient de finir ses études dans le marketing. Et elle a hâte d'entrer dans la vie active, de pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir prendre son indépendance, même si elle adore sa famille. Ça fait donc du coup plus d'une semaine que Neyla a trouvé un travail au sein d'une grande entreprise dans le service marketing. L'entreprise se trouve dans un immeuble de plusieurs étages et emploie plus d'une centaine d'employés. Neyla est du coup très pressée de travailler dans un si grand groupe. Une fois sa journée de travail passée, elle rentre du coup chez elle et mange et discute avec ses amis par message de son nouvel emploi, ils en parlent et à ce moment-là, elle reçoit une demande d'amis sur Instagram. Et avant de faire quoi que ce soit, Neyla elle regarde la bio de cette personne. Et il s'agit d'un homme de son âge qui travaille dans la même entreprise qu'elle et qui s'appelle Julien. Sauf que Neyla, elle veut bien s'intégrer dans son équipe et dans l'entreprise, puis elle a rencontré quand même du monde ces derniers jours. Elle sait pas en fait si cette personne-là, qui la rajoute sur Instagram, elle l'a déjà croisé ou non. Donc pour pas être impolie, elle va accepter de le suivre en retour. Bref, ensuite elle va continuer sa petite vie avant de s'endormir. Le lendemain matin, Neyla se prépare hâtivement pour aller travailler car elle est légèrement en retard. Et c'est à ce moment-là qu'elle remarque que, un peu plus tard dans la soirée, ce fameux Julien lui a envoyé un message assez banal sur Instagram. Mais bon, là elle est à la limite du retard, donc c'est la course et elle préfère lui répondre plus tard et puis de toute façon elle le croisera certainement au travail. Toute la journée, elle se demande alors si elle va croiser Julien. Mais non, elle a surtout croisé un homme d'entretien qui a beaucoup rôdé autour de son bureau.
mais pas de Julien en vue. Elle croise aussi plusieurs nouvelles têtes, mais en tout cas jamais la même tête que la personne qui l'a ajouté sur Instagram, ce fameux Julien. Une fois de retour chez elle, elle décide enfin à lui répondre et ils commencent à discuter. Alors c'est une discussion assez banale au début, mais petit à petit Nayla sent que cet homme commence à entrer dans une démarche de séduction. Mais avant d'elle aussi entrer dans ce jeu, elle essaie d'en apprendre un peu plus sur lui. La discussion commence même à être une sorte d'interrogatoire de la part de Nayla, et voilà, elle lui demande s'il travaille dans l'entreprise depuis longtemps et dans quel service il se trouve, parce que elle l'a jamais vu. Sauf que Julien, il ne donne que des réponses assez approximatives et change rapidement de sujet quand Nayla parle de travail. Julien va même lui demander davantage de photos, des photos de Nayla, et justement Nayla, elle trouve ça plutôt gênant et refuse poliment. Après plusieurs jours de discussion avec Julien et plusieurs jours de travail, Nayla, elle décide de montrer les photos de Julien à une collègue assez proche d'elle et qui en plus est dans l'entreprise depuis 2 mois. Mais sa collègue lui répond qu'elle ne l'a jamais vu. Les bureaux sont pourtant en open space et que pourtant, il y a beaucoup de monde qui se croise et c'est bizarre de ne pas l'avoir encore rencontré. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que sa collègue lui dit qu'elle n'a jamais entendu parler du service dans lequel travaillerait Julien. Et elle ajoute que le seul Julien qu'elle connaisse, c'est l'homme d'entretien, c'est tout. Nayla est alors un peu confuse et se dit que sa collègue n'étant présente que depuis peu dans la société, ne le connaît sûrement pas. Le lendemain, Nayla est tellement stressée qu'elle va commencer à prendre les devants pour enfin savoir qui est ce fameux Julien. Donc du coup, de retour, toute la journée, elle voit l'homme d'entretien faire beaucoup de va-et-vient près de son bureau. Et elle s'interroge, est-ce que ce serait pas finalement lui, Julien? Mais elle se ressaisit, c'est pas possible, ils ont pas le même âge, ils ont pas la même tête sur Instagram. Donc voilà, normalement c'est forcément quelqu'un d'autre. L'heure fatidique de leur rendez-vous approche et elle n'a toujours vu personne. L'heure est même dépassée depuis 30 minutes quand Nayla, triste et déçue, décide de rentrer chez elle et voit toujours ce même homme d'entretien sur le parking de la société. Il est à côté de la voiture de Nayla. Nayla dit simplement bonjour de loin et rentre chez elle. Un peu énervée de s'être fait poser un lapin par quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Julien arrive tout de même à s'excuser par message et lui dit qu'il se rattrapera le lendemain car elle dit l'avoir aperçu, mais comme Nayla était avec des collègues, il n'a pas osé venir. Et surprise quand elle arrive le lendemain à son bureau, elle y voit un beau bouquet de fleurs signé Julien. Étant donné que beaucoup de collègues ont vu les fleurs, elle demande toutes de qui elles viennent. Elle répond que c'est Julien qui travaille ici, mais encore là, personne ne connaît ce service ni cette personne. Clairement, il n'existe pas. La journée passe et Nayla commence à avoir mal à la tête, car l'homme de ménage travaille toute la journée proche d'elle avec du Javel. Mais elle tient le coup, grâce à un Doliprane, et finit tranquillement sa journée de travail. Puis l'heure arrive. Elle part de son bureau pour aller vers sa voiture, au sous-sol. Son bouquet et son sac à la main gauche, et ses clés de voiture dans la main droite. Puis elle s'approche de sa voiture. Quand quelqu'un la plaque au mur et lui pose la main sur la bouche. Nayla reconnaît tout de suite l'odeur de Javel sur les mains. Elle n'a aucun doute, c'est l'homme de ménage. Elle se débat et appuie sur tous les boutons de sa clé de voiture pour tenter de mettre l'alarme en route. Et elle y arrive. Dès que l'alarme retentit, l'homme la relâche aussitôt et s'enfuit. Le compte de Julien est alors désactivé et plus personne ne verra Julien venir dans l'entreprise. On ne sait pas si Nayla a porté plainte ou si elle a quitté l'entreprise, mais c'est un peu un problème de catfish, c'est-à-dire des personnes qui utilisent des photos d'autres personnes et usurpent leur identité pour des fins un peu malveillantes. On a un peu l'impression effectivement de se faire berner, mais là ça a même été plus loin. Bref, cette histoire c'était une histoire que ma copine avait racontée il y a très longtemps sur la chaîne et je voulais la refaire parce que du coup moi je l'avais jamais racontée et du coup je la découvrais en même temps que vous. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à même devenir contributeur de la BD en description. En tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Perfect.